Bienvenue à ceux qui nous retrouvent sur ce troisième live de notre première édition digitale du Salon de la Chasse Solognac. Pour cette troisième thématique et atelier, je suis avec Cédric, notre community manager, et avec Pierrick de l'ANCGE qui est à distance, en live également. Et je vais vous laisser la parole pour aborder le sujet très intéressant de la gestion de la biodiversité et des comptages. Voilà, toute la connaissance de Pierrick grâce à la NCGE. Et on va vous laisser dérouler. Ok, merci Letty. La petite feuille qui s'envole, c'est pas grave. Déjà, bonjour à tous. Merci de nous suivre en live. C'est vrai, le troisième live de cet après-midi. À cette occasion, on a la chance de pouvoir avoir avec nous en direct Pierrick qui fait partie de la NCGE. La NCGE qui est donc l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau. Et c'est vrai qu'on va venir vous parler de biodiversité, de comptage avec Pierrick, des actions qui sont très fortes dans le milieu des sauvaginiers. Du coup, un petit aparté avant de commencer. Sur ce live, depuis qu'on a commencé à 14 h, vous avez peut-être vu que vous avez la possibilité d'écrire vos questions sur la plateforme qui vous est dédiée. Bon, jusqu'à présent, on doit le dire, on avait quelques petits soucis d'affichage. On est en train d'essayer de régler le problème. D'ailleurs, peut-être que c'est à l'heure actuelle réglé. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et vous les posez du coup sur la plateforme. Voilà, pour la petite intro. Pierrick est avec nous. Alors Pierrick, en deux mots, est-ce que tu peux te présenter et te présenter à nos internautes qui nous suivent? Oui, bonjour Cédric et bonjour à tous. Alors Pierrick, je suis administrateur à l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau, donc l'Association nationale des chasseurs de gibier d'eau, la NCGE, qui donc regroupe les chasseurs de gibier d'eau pour la défense de notre pratique, la défense de la chasse, mais également la préservation des zones humides et de l'ensemble des populations d'oiseaux d'eau. Voilà. Ok, merci Pierrick. Du coup, là, on est le 3 septembre. Il y a quelques jours a eu lieu, bien évidemment, l'ouverture au début du mois d'août sur le domaine public maritime. Il y a eu ensuite, 3 semaines plus tard, l'ouverture générale du gibier d'eau. Du coup, première question qui nous vient bien évidemment à l'esprit, c'est est-ce que tu pratiques bien entendu cette chasse et si oui, laquelle? À la passée, à la tonne peut-être, au gabion? Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, écoute, j'ai la chance de pratiquer la chasse au gibier d'eau et uniquement la chasse à la tonne. Alors, la tonne, pourquoi? Parce que j'ai la chance de résider dans le département de la Charente-Maritime. Et donc, chez nous, on appelle ça la chasse à la tonne. Ce qui est en fait la même chose que le gabion ou la hutte, mais chez nous, c'est la chasse à la tonne. Ok. Est-ce que Alors, tu peux venir préciser, peut-être pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement la tonne, quelle chasse c'est, comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que c'est une installation fixe? Est-ce que tu chasses de jour, de nuit? Comment ça se passe? écoute, la chasse à la tonne, c'est une chasse traditionnelle qui est absolument passionnante parce que c'est une chasse où on utilise les appelants pour justement attirer le gibier sauvage. Et donc, on va chasser de nuit, en bord de marais, en bord de rivière ou en bord de mer, afin de tirer le canard sauvage. Ok, mais ça me paraît très clair. Du coup, cette passion, j'imagine que tu l'as depuis un petit moment. Comment est-ce qu'elle t'est venue? C'est un héritage, disons, familial? Ou est-ce que tu as découvert la chasse et l'univers de la chasse du gibier d'eau sur le tard? Et est-ce que tu as appris par toi-même? Comment ça s'est passé? Écoute, un petit peu les deux. Tout d'abord, c'est un héritage familial puisque je suis issu et j'ai grandi dans une famille de chasseurs. Et j'étais pas originaire de Charente-Maritime à la base. Et donc, si tu veux, j'ai fait mes premières classes en chassant le canard autour des étangs et en chassant également le gros gibier. C'est finalement en venant habiter en Charente-Maritime il y a une dizaine d'années que je me suis mis à chasser le gibier d'eau, puisqu'on est dans un département qui est vraiment spécialisé dans cette chasse-là, avec une vraie culture de la chasse au gibier d'eau. Et donc, ça fait, on va dire, une dizaine d'années maintenant que je pratique la chasse à la tonne, en Charente-Maritime essentiellement, et donc je ne fais maintenant plus que cette chasse-là. Ok. Et du coup, c'est quoi principalement les oiseaux que tu vois là-bas en Charente-Maritime? Eh bien, écoute, on a la chance d'observer la plupart des anatidés, donc les canards. Alors,
On va avoir des prélèvements et des observations qui vont se centrer essentiellement sur la sarcelle d'hiver, sur le canard souchet, sur le canard siffleur, le canard pilet. Après, on va pouvoir observer parfois des espèces qui sont un petit peu plus rares dans nos marais littoraux, comme les canards plongeurs, qu'on voit un petit peu moins par chez nous. Et j'ai la chance également de chasser une installation de chasse de nuit qui se trouve à proximité du domaine public maritime. Donc on n'est pas sur le domaine public maritime, mais on est à proximité. Et donc on a la chance d'observer de grandes populations de limicoles également, avec parfois des concentrations qui sont vraiment impressionnantes sur les vasières, qui sont les zones maritimes, charentaises maritimes. Et donc on peut observer des chevaliers, des barges, des espèces, qu'elles soient chassables ou non, mais en grand nombre et fort diversifiées. Voilà, on a également la chance d'avoir un département très intéressant pour la chasse des oies, un dossier qui est vraiment très intéressant également. Donc on observe chaque année des passages d'oies cendrées assez importants, ce qui est agréable pour le chasseur passionné et pour les yeux également. Effectivement, tu as tout dit. Tu l'as dit en introduction, tu fais partie de la NCGE. Concrètement, l'association, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien? Quel est son rôle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous mettez en place comme action? Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton rôle à la NCGE et plus généralement sur ce que vous faites au global? Eh bien écoute, la NCGE, déjà c'est une vieille association. Elle a beaucoup d'antériorité et elle a su évoluer au fil des années pour essayer de se moderniser un petit peu. Et la NCGE, elle intervient dans l'intégralité des dossiers qui touchent le monde du gibier d'eau et donc dans la défense des chasseurs et du gibier d'eau. Alors, on intervient auprès de nos partenaires, avec l'ISNEA, avec la Fédération nationale des chasseurs, avec certaines fédérations départementales, pour apporter une expertise, apporter du conseil. Je te coupe 30 secondes. L'ISNEA, est-ce que tu peux préciser ce que c'est? Oui, bien sûr. L'ISNEA, c'est l'Institut scientifique Nord-Est Atlantique. Et c'est un institut qui a une vocation de réaliser des études scientifiques et de valoriser des études scientifiques pour apporter des informations et des données sur le monde de la chasse et sur le monde des gibiers d'eau. Ok, parfait. Bah, je te laisse poursuivre sur le run de la NCGE du coup. Désolé. Non, je t'en prie. Et donc, tu vois, la NCGE, donc, elle va intervenir auprès des ministères en compagnie de la Fédération nationale pour tenter justement d'influer et de maintenir, on va dire, le monde de la chasse tel qu'il est aujourd'hui ou de regagner un petit peu ce que l'on a perdu depuis les différentes années. Et la NCGE, c'est également un pôle important de développement des études. On participe au financement d'études de balisage, des études de suivi des populations d'oiseaux d'eau. On participe également aux études liées au comptage. L'objectif pour nous est d'apporter des informations importantes au ministère, aux décisionnaires, afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions dans la préservation de notre chasse, mais également dans la préservation des espèces d'oiseaux. Ok. Tu as parlé d'études. À l'heure actuelle, est-ce qu'il y en a qui sont en cours? Ou même, est-ce que tu peux nous parler de quelques études qui ont déjà été effectuées et quels résultats on peut conclure des études que vous avez pu mener? Écoute, oui, il y a beaucoup d'études qui sont en cours et ce serait long de toutes les citer. On peut néanmoins te parler rapidement de l'étude de bagage et de balisage des sarcelles d'hiver au Portugal. Alors, il faut savoir que le Portugal est une magnifique zone d'hivernage de la sarcelle d'hiver et que donc on installe avec des collaborateurs sur place des balises et des bagues qui nous permettent de suivre la population de sarcelles d'hiver lors de leur remontée prénuptiale. Donc ça nous apporte des informations importantes sur la migration, mais également sur l'état de population de sarcelles d'hiver sur place. Ok, et justement, ces balises, Pierrick, comment est-ce qu'elles sont financées par exemple? Est-ce que tout un chacun peut venir vous aider peut-être à participer justement à l'achat éventuellement de balises pour pouvoir suivre justement la migration de ces oiseaux et en apprendre un petit peu plus chaque jour sur tous ces magnifiques oiseaux que l'on peut rencontrer aussi aux quatre coins de France au quotidien chez nous? Alors oui, tout à fait, puisque donc là on parle d'un programme qui a été financé par la NCGE avec des fonds propres et des associations de chasseurs de gibier d'eau, donc des associations locales, qui ont participé via des dons au financement de ce programme. Donc il est tout à fait possible, et d'ailleurs de nombreuses associations l'ont fait via des parrainages d'oiseaux ou via la participation à des frais sur les balises, ont permis donc de créer un fonds dédié aux balises et de monter cette étude qui nous a permis de baliser et de baguer de nombreux oiseaux depuis 5 ans maintenant. Ok. Du coup, en analysant un petit peu plus tout ça, est-ce que vous, de votre côté, vous avez peut-être remarqué
justement une évolution de la migration, peut-être une évolution en termes de nombre d'espèces et d'oiseaux grâce à toutes vos études et peut-être à vos balises ou pas du tout? Est-ce que c'est encore un petit peu trop jeune pour venir donner justement des chiffres sur tout ça? Alors, tu vois, la NCGE participe à ce programme Portugal, on en a parlé comme ça, mais il faut avoir l'humilité de savoir qu'il y a énormément d'études qui sont menées par différents organismes. Notamment avec anciennement l'ONCFS, maintenant l'OFB, mais également l'ISNEA, l'OMPO, qui est basé à Paris et qui travaille sur la migration des oiseaux. Et c'est l'ensemble de ces données qui vont nous permettre d'avoir des informations sur la migration. Globalement, les informations qui reviennent ne nous permettent pas d'avoir un impact et une décision sur toutes les espèces. Il faut traiter le programme espèce par espèce pour avoir une idée justement de la fluctuation des populations. Au final, l'intérêt de tout ça, ça va être d'analyser espèce par espèce ce qu'on appelle la démographie des populations. Concrètement, à savoir, est-ce que la population de sarcelles d'hiver, de siffleurs d'Europe ou de telle autre espèce est en déclin, est stable ou va augmenter? Et en fonction, d'adapter des mesures de prélèvement et de gestion de ces espèces pour qu'on puisse perdurer à la chasse et également dans leur population. Ok, ça me paraît très très clair. Donc vous avez un rôle primordial, à mon sens. Justement, ce rôle-là, vous pouvez aussi le matérialiser et le montrer grâce à, je pense, à un magazine, le magazine La Sauvagine, qui est lié à la NCGE. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce magazine? Est-ce que c'est un mensuel, un bimensuel, un trimestriel? Qui écrit à l'intérieur? Est-ce que tu peux nous dire deux mots à ce sujet? Alors tu vois, La Sauvagine, donc c'est le vieux magazine historique de la NCGE et c'est un magazine qui a un super avantage. Il est très différent de ce qui se fait ailleurs dans la presse et les autres font d'ailleurs un travail formidable. Mais nous, ce qui est différent, c'est que c'est le magazine des associations locales de chasseurs de gibier d'eau et des chasseurs de gibier d'eau. Alors, bien entendu, c'est le magazine également dans lequel la NCGE va parler de ses activités, de ses rencontres et de son travail. Mais il faut que tu saches que chaque association locale de gibier d'eau, chaque chasseur, peut nous envoyer un mail via le standard de la NCGE ou via les réseaux sociaux pour proposer n'importe quel type d'intervention. On va publier d'ailleurs le mois prochain des récits de chasseurs par rapport à l'ouverture qui a été réalisée sur le DPM. Tu vois. Donc c'est un journal qui est dédié aux chasseurs et où chacun peut envoyer une photo, peut envoyer du contenu, bien sûr, filtrer un petit peu, mais je veux dire du contenu qui va être intéressant pour pouvoir justement intervenir dans ce monde de la chasse du gibier d'eau. Donc c'est un journal qui se veut particulièrement ouvert à tous les chasseurs. Ok. Mais écoutez, internautes, sachez que si vous avez du coup l'âme peut-être d'un écrivain ou d'une écrivaine, si vous aimez, si vous avez comme passion la chasse du gibier d'eau, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire. Vous avez le contact de Pierrick ou de la NCGE si jamais vous voulez potentiellement avoir votre petit papier qui apparaît dans le journal dans le magazine de la Sauvagine. Du coup, revenons-en peut-être à la NCGE. Comment, tout simplement, est-ce qu'on peut en devenir membre? Eh bien, écoute, tout simplement en remplissant le bulletin d'adhésion ou en adhérant via notre site internet à ncge.fr. Donc, c'est une adhésion à 45 €, mais qui te permet d'avoir, sous forme de don, un dégrèvement de 2 tiers de la somme de dégrèvement d'impôt. Donc, finalement, c'est une adhésion qui revient bon an, mal an à environ 16 €. Et donc, nous avons aujourd'hui environ 4000 membres répartis sur tout le territoire national. C'est une adhésion qui permet également d'avoir des avantages. Tu n'es pas sans savoir que les oiseaux appelants se doivent d'être bagués aujourd'hui, c'est une obligation réglementaire et donc en étant adhérent, la NCGE permet l'acquisition de bagues d'appelants moins cher que pour les non-adhérents. Donc c'est également un avantage commercial en adhérant à la structure. Et puis globalement, au-delà de ça, c'est un geste, on va dire, de défense de la chasse. Adhérer à la NCGE, mais tout comme à n'importe quelle association sur le territoire, soit une association locale ou nationale, c'est faire un geste de défense parce qu'ainsi vous allez donner du pouvoir à la fois financier mais en termes de représentativité aux gens qui vous défendent dans les dossiers. Et tu n'es pas sans savoir, Cédric, en ce moment que ça bouge très très fort sur le front de la chasse et que quelle que soit l'association, on a tous besoin d'avoir une forte représentativité pour défendre les valeurs de la chasse. Tout à fait. Je te rejoins entièrement sur ce sujet.
particulièrement. Tu as dit, pardon, excuse-moi, tu as évoqué tous les avantages qu'on pouvait avoir à faire partie de cette association. Moi, j'avais une autre question, c'est on entend beaucoup parler justement d'entretien des territoires, que les zones humides sont en train d'évoluer. Toi, à ton niveau, mais aussi peut-être au niveau de la NCGE, quelles actions concrètes les chasseurs peuvent effectuer pour justement venir entretenir ces zones qui ont potentiellement tendance à venir se replier et à se refermer sur elles-mêmes dans le cadre où éventuellement les chasseurs ne viennent pas entretenir tout ça. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur tout ça ? Écoute, les actions qu'on peut mettre en place pour l'entretien du milieu, elles sont assez diversifiées et chaque chasseur qui parcourt et qui passe un peu de temps dans les zones humides le constate en fait chaque jour. Il y a en effet une part des zones humides en France qui aujourd'hui ne sont plus indirectement juste chassées. Pierrick, Oui. Une zone humide concrètement et tout simplement, qu'est-ce que c'est au final du coup ? Alors une zone humide, bon passons les définitions trop théoriques, mais c'est un marais, une rivière, une zone de débordement, ça va être tout espace naturel qui va être colonisé par l'eau à un moment ou l'autre de l'année. Et qui, en plus de ça, il faut un second facteur, va être colonisé par une végétation qu'on va appeler de type, on va dire, qui apprécie l'eau et qui pousse dans les milieux humides. Donc il faut à la fois une présence d'eau au moins une fois dans l'année et des plantes liées aux milieux humides qui vont pousser. Ok. Précision, bien entendu, que sur ces zones humides, on ne tire bien entendu que de l'acier. Donc, au niveau des actions qui sont menées sur l'entretien, qu'est-ce qu'on peut citer, par exemple, au niveau de l'entretien de ces zones humides-là ? Est-ce qu'il y a quoi ? Il y a de l'arrachage de mauvaises herbes qui peuvent pousser dans les marais. Qu'est-ce qu'il y a concrètement ? Alors, concrètement, tu vas avoir par exemple tout ce qui va être le traitement des plantes envahissantes. Alors, le traitement des plantes envahissantes, ça va être par exemple des plantes comme le baccharis. Le baccharis, c'est une plante qui va pousser en hauteur et qui va étouffer le milieu. Je pense notamment à des secteurs insulaires comme Guérande ou comme l'île de Ré, l'île d'Oléron, qui sont parfois victimes de ces plantes-là. Mais également dans les marais doux, la colonisation de la jussie, qui est une plante qui va étouffer la zone aquatique et qui va pomper tout l'oxygène de la zone aquatique jusqu'à créer un phénomène qu'on va appeler l'eutrophisation. Et l'eutrophisation, c'est le manque d'oxygène dans l'eau et qui va provoquer la mort de tout ce qui vit dans l'eau. Donc finalement, les chasseurs, indirectement, bien sûr à des fins synégétiques, mais également à des fins d'entretien du milieu, n'ont pas d'autre choix pour pratiquer que de pratiquer l'arrachage de ces plantes-là et la taille de ces plantes-là. Donc naturellement, on crée des zones qui vont devenir très intéressantes, puisque là où les chasseurs ne sont pas, alors bien entendu, il y a des programmes d'action qui sont mis en place, mais il y a de nombreuses zones où par exemple la jussie n'est pas arrachée. Donc là où nous on arrache de la jussie, on crée des zones qui sont extrêmement favorables pour les oiseaux d'eau. Je ne parle pas seulement des espèces qui vont être chassables, je parle de l'intégralité de la biodiversité, des oiseaux chassables, non chassables, mais également de mammifères protégés dans les marais, je parle également de libellules, de batraciens et ainsi de suite. On va créer tout un écosystème qui va être extrêmement valorisé et valorisant pour tout le monde. Ok, donc on peut résumer que c'est une action cruciale, à la fois pour la biodiversité, mais aussi pour le monde de la chasse et les amateurs et les passionnés de chasse au gibier d'eau. Justement, pour faire un petit peu le parallèle, on sort l'année dernière de confinement, une période inédite pour l'ensemble de la population française, mais aussi mondiale. Est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait une évolution des populations de canards pendant cette période-là, une évolution peut-être des comportements des anatidés sur ces moments-là? Et si oui, est-ce que cela a eu une répercussion d'une quelconque façon que ce soit sur le monde du gibier d'eau et du canard en particulier, ou pas du tout? Je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour s'avancer sur des conclusions à ce sujet-là. Et puis tu sais, indirectement, te dire qu'aujourd'hui, une année de confinement avec moins de dérangements, suivie d'une année de grippe aviaire où de nombreux chasseurs de gibier d'eau n'ont pas chassé, te dire que ça a provoqué la croissance des populations d'oiseaux d'eau, reviendrait à dire que la présence des chasseurs au quotidien diminue cette présence. Et donc c'est une conclusion que je me refuse de savoir, parce que si tu veux, les modules écologiques sont beaucoup plus compliqués que ça. La chasse va prélever des oiseaux, mais regarde, il y a 30 ans, on était 2 millions de chasseurs en France. Aujourd'hui, on est 1 million et pourtant, on est moins de pratiquants, on a une pression synégétique qui a tendance à baisser. Pour autant, on nous dit parfois que les oiseaux d'eau, certaines populations du moins, sont en décroissance. Alors aujourd'hui, non, c'est des conclusions qui sont trop difficiles. Par contre, ce que je peux te dire, mais pas forcément au niveau des oiseaux d'eau, encore que sur certaines espèces, ça s'est vu,
on a un changement comportemental avec des oiseaux et des animaux, on le voit notamment sur les mammifères, qui ont moins peur de l'homme et qui ont profité du confinement pour créer un autre comportement vis-à-vis de l'homme. On a quand même quelques retours là-dessus. Et si tu veux un exemple concret, il y a quand même des choses qui sont documentées, notamment sur la barge à queue noire. Tu sais que la barge à queue noire est un oiseau classé en moratoire depuis de nombreuses années déjà. Et bien assez clairement, il y a eu un changement de comportement de la barge à queue noire qui tend vers un oiseau qui devient moins farouche au contact de l'homme puisqu'elle n'est plus prélevée et n'est plus chassée depuis de nombreuses années. Parfait. Réponse très précise, merci beaucoup. J'en ai encore pour toi. On a pu voir sur les réseaux dernièrement des hashtags qui sont liés à balance quelque chose. Bon, ici, ça ne sera pas le sujet. Mais concrètement, sur la chasse du gibier d'eau, on a une opération qui s'appelle Balance ton nid, qui prend, à mon avis, de plus en plus d'ampleur auprès des amateurs et des passionnés de canards, notamment. Qu'est-ce que c'est? Concrètement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça permet? Comment les passionnés de chasse au gibier d'eau peuvent participer à leur façon à cette opération-là? Dis-nous-en un petit peu plus si tu as quelque chose à nous dire là-dessus. Ouais. Écoute, l'opération Balance ton nid, c'est une super opération dont la NCGE a été à l'initiative au tout départ en France. Alors, on n'a rien inventé, hein, puisque c'est un protocole qui est nord-américain et qui a fait ses preuves depuis près de 30 ans au Canada et dans le nord des États-Unis. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui marche très très bien et qui consiste à installer ce qu'on appelle un nid tubulaire au-dessus de la surface de l'eau. Donc évidemment, quand il est question de fleuve, il faut faire attention aux crues et au changement des niveaux d'eau. Mais concrètement, on installe un nid qui va être spécialement adapté pour les anatidés. Et en fait, on va favoriser ainsi, puisque le nid est au-dessus de l'eau et éloigné des berges, on va favoriser déjà la reproduction des oiseaux, mais surtout, on va sécuriser les jeunes qui vont être moins prédatés par des prédateurs terrestres ou aériens. Donc c'est quelque chose qui est super, et pour être tout à fait honnête avec toi, c'est donc quelque chose qui a été lancé par la NCGE, qui a été repris ensuite par de nombreuses fédérations départementales, et qui peut tout à fait être adapté au niveau national, fédéral, mais également qui peut être repris par des associations locales ou par un simple chasseur particulier qui détient un étang, un marais, un bout de fleuve en débordement ou quoi que ce soit. L'opération a tellement bien marché que, pour être honnête avec toi, ce sont des milliers de nids qui ont été installés en France depuis 3 ans seulement, donc l'opération prend bien, à tel point qu'on a indirectement perdu le fil, et c'est presque tant mieux, on a perdu le fil des comptages de nids, puisque maintenant tout le monde en fait, et on est convaincu que ça favorise grandement la population de colverts à se reproduire. Pas seulement les colverts, puisqu'on a constaté également que de nombreuses espèces profitaient de ces nids pour faire de la cohabitation avec les colverts et d'autres espèces d'anatidés. Et on a recensé de nombreux exemples de reproduction sur, par exemple, la bergeronnette grise, sur de la mésange ou sur d'autres espèces qui sont pourtant en difficulté aussi au niveau de leur population. Donc c'est un geste des chasseurs à la fois pour des espèces gibier, mais également pour l'ensemble de la vie faune française. Eh bien, écoute, c'est très très clair. D'ailleurs, pour celles et ceux qui seraient intéressés de fabriquer leur propre nid tubulaire, il me semble, Pierrick, et tu m'arrêtes si je me trompe, que la NCGE propose des sortes de plaquettes où tout est expliqué sur la façon dont on peut construire son propre nid. Il me semble aussi peut-être que vous avez une chaîne YouTube à travers laquelle on peut voir quelques vidéos à ce sujet. Donc voilà, si jamais certains d'entre vous se sentent l'âme un peu bricoleur, mais pas que bien évidemment, ben, je vous invite à aller voir ces plaquettes-là, ces vidéos-là. C'est parfait pour la biodiversité, pour le monde de la chasse au global également. Dernière petite question éventuellement Pierrick, les lectures d'ailes. Lecture d'ailes, je sais que c'est aussi quelque chose qui est un sujet particulièrement important pour vous et pour les chasseurs de gibier d'eau. Qu'est-ce que ça apporte d'arriver à savoir lire une aile sur un canard éventuellement? Le programme de récolte et de lecture des ailes d'anatidés, c'est sans doute, et j'en ai pas parlé tout à l'heure puisque j'ai accès sur le Portugal, mais c'est sans doute le fleuron aujourd'hui des études scientifiques menées par la NCGE. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. La lecture des ailes, c'est un programme tripartite qui englobe donc la NCGE, l'ISNEA pour la valorisation scientifique des données et la Fédération nationale des chasseurs qui est à l'initiative de ce programme et au financement de ce programme. Donc les trois entités sont très importantes dans la lecture d'ailes et l'apport de données.
La lecture d'ailes, donc c'est un programme qui est mené en France par Olivier Berthold, brillamment mené, je le dirais même, puisqu'aujourd'hui, en 6 ans, on a collecté la 100 millième aile d'anatidés et de vanneaux, puisque cette espèce a rejoint le programme, donc cette année. 100 000 ailes, ça fait de la France le premier pays collecteur d'ailes au monde, loin devant tous ses collègues européens, et on fait aujourd'hui office, on va dire, de premier de la classe, et de nombreux pays européens nous contactent, ainsi que la FNC, pour nous emboîter le pas et pour créer un programme à l'échelle du couloir de migration de toute l'Europe de l'Ouest et du Paléarctique occidental. Cette étude, elle nous permet, une fois qu'on la pondère via le nombre de participants, de savoir déjà combien de canards ont été prélevés et ont participé à l'étude, mais elle va nous permettre également d'identifier le nombre de jeunes oiseaux, de vieux oiseaux, le nombre de femelles et le nombre de mâles qui ont été prélevés, et d'en tirer des statistiques importantes pour la protection des oiseaux et pour la défense de la chasse, en expliquant au ministère et aux décisionnaires que les chasseurs ont un impact raisonné sur la ressource en oiseaux. Ok, donc des sujets plus qu'intéressants. En tout cas, merci beaucoup Pierrick pour toutes tes réponses. Ce fut un échange très enrichissant.